Aujourd'hui, nous prenons le temps d'examiner avec recul et lucidité l'une des grandes interrogations du moment, à savoir la faisabilité véritable des élections présidentielles annoncées en Haïti pour cette année 2026. On peut promettre des élections au peuple haïtien, mais peut-on vraiment parler de démocratie dans un pays où la peur circule plus librement que les citoyens? Ou encore, peut-on sérieusement fixer une date pour voter quand l'État lui-même peine à reprendre le contrôle du terrain face aux gangs? C'est là que le doute s'installe encore, c'est là que le doute commence à s'installer. Et ce doute n'a rien d'exagéré. Comme vous le savez, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, Haïti vit sans autorité issue d'élections. Pas de président élu, pas de parlement, pas de retour réel à l'ordre constitutionnel. Depuis près de 5 ans, oui, 2021-2026, le pays avance dans le provisoire. Une transition après l'autre, une promesse après l'autre, mais toujours pas de solution durable. Aujourd'hui, le pouvoir intérimaire annonce des élections présidentielles et législatives pour 2026 avec l'objectif d'installer de nouvelles autorités le 7 février 2027. À bien regarder, sur le papier, cela semble normal. Cela semble même nécessaire. Mais dans la réalité haïtienne actuelle, cette annonce soulève plus d'interrogations qu'elle n'apporte de certitude. Le Conseil présidentiel de transition avait pourtant une mission claire, créer les conditions nécessaires pour organiser les élections et remettre le pays sur les rails de la légitimité démocratique. Et comme vous le savez, cette mission a échoué. Et de cet échec est né notre gouvernement provisoire, dirigé par Alix Didier Fils-Aimé avec la même responsabilité. Organiser les élections et transmettre le pouvoir à des dirigeants élus. Mais il faut oser poser les mots simplement. Dites-vous bien, comment réussir aujourd'hui ce qui n'a pas été possible hier? Oui, certains éléments peuvent donner l'impression que le processus avance. Le mois dernier, plus de 300 partis politiques se sont inscrits auprès du Conseil électoral provisoire pour les prochaines élections générales. Évidemment, à première vue, cela peut sembler impressionnant. Cela peut donner l'image d'une démocratie en mouvement. Mais est-ce vraiment le signe d'un réveil démocratique? Ou est-ce plutôt le signe d'un système éclaté, affaibli, saturé d'ambition personnelle, où les mêmes acteurs politiques reviennent encore malgré les échecs répétés et le rejet grandissant de la population? Car en Haïti, le nombre de partis politiques ne garantit pas la qualité de la démocratie. Parfois, il révèle surtout l'ampleur du désordre démocratique, ou encore du désordre politique. Et ce n'est pas tout. Le processus électoral lui-même commence déjà à montrer des signes de fragilité. Le Conseil électoral provisoire a suspendu et reporté l'inscription des électeurs ainsi que l'enregistrement des candidats. Ces opérations devaient commencer au début de ce mois d'avril. Elles ont été repoussées. Pourquoi? Parce que un nouvel arrêté de l'exécutif, pris en Conseil des ministres le 24 mars 2026, est venu modifier le mandat du Conseil électoral provisoire. Autrement dit, alors même que le processus devait entrer dans sa phase concrète, les règles ont commencé à bouger. Et cela n'a rien d'anodin. Quand un processus électoral démarre avec des reports, des ajustements de dernière minute et un calendrier incertain, la confiance recule.
Et sans confiance, dites-vous bien, il n'y a pas de vraie dynamique électorale. Mais le plus grand obstacle n'est peut-être même pas administratif. Le plus grand obstacle, c'est le pays réel, le pays des rues, le pays des quartiers, le pays de la peur. Autre question, comment organiser des élections dans un pays où les gangs contrôlent jusque-là près de 75% de la zone métropolitaine? Comment parler de libre circulation des électeurs quand des quartiers entiers échappent au contrôle de l'État? Comment imaginer une campagne des centres d'inscription, des bureaux de vote, quand la violence impose sa loi sur une grande partie du territoire urbain? Il faut le dire avec clarté, mesdames et messieurs, on ne vote pas librement dans un pays captif de la terreur. On ne convoque pas sereinement le peuple aux urnes quand la rue obéit d'abord aux armes. Et il faut aussi regarder les choses du point de vue du citoyen ordinaire. Est-ce qu'une mère de famille va risquer sa vie pour aller voter? Est-ce qu'un chauffeur de tap-tap va traverser une zone contrôlée par des bandits pour accomplir ce qu'on appelle son devoir civique? Ou encore, est-ce qu'un jeune déplacé, un petit commerçant, un travailleur déjà épuisé par la misère et l'insécurité, va croire que son vote peut réellement changer sa vie? Ce sont des questions lourdes et elles méritent des réponses honnêtes. Surtout dans un pays où beaucoup ont le sentiment de revoir toujours les mêmes visages, les mêmes acteurs politiques, les mêmes promesses, les mêmes calculs et souvent les mêmes déceptions. Pendant ce temps, on annonce une nouvelle force de répression anti-gang. Un grand démarrage avait même été promis pour le 1er avril dernier. L'annonce était forte. Le message se voulait rassurant. Mais sur le terrain, cette force peine encore à prendre véritable forme 3 semaines après. Et là encore, l'écart entre les annonces officielles et la réalité reste immense. Parce que la violence, elle, est toujours là. La peur, elle, est toujours là. L'emprise des gangs, elle, est toujours là. Et tant que cette réalité dominera le quotidien, toute promesse électorale restera fragile. Car une élection, ce n'est pas seulement une date. Ce n'est pas seulement une liste de partis politiques. Une élection, ce n'est pas seulement un décret. Une élection, c'est un climat serein. C'est un minimum de sécurité, un minimum de stabilité, un minimum de liberté. Une élection est un minimum de confiance. Il faut que les électeurs puissent circuler. Il faut que les candidats puissent faire campagne. Il faut que l'État puisse sécuriser le processus. Il faut que les résultats puissent être acceptés. Aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce vraiment le cas en Haïti? Le problème n'est donc pas seulement de savoir si le pouvoir intérimaire veut organiser des élections en 2026. Le point décisif est ailleurs. Dites-vous bien, dans l'état actuel de sa faiblesse, l'État haïtien a-t-il réellement les moyens de les rendre possibles? Et c'est là que le doute devient profond. Oui, le pays a besoin d'élections. Oui, Haïti a besoin de sortir du provisoire. Oui, le peuple a besoin d'institutions légitimes. Mais annoncer des élections ne suffit pas. Fixer une date ne suffit pas. Ou encore exprimer une volonté politique ne suffit pas. Il faut encore créer les conditions réelles pour que ce vote soit libre, crédible et surtout accepté. Sinon, le risque est grand de produire non pas une vraie sortie de crise,
mais une simple façade démocratique, un décor institutionnel. Une élection de forme dans un pays qui n'a pas encore retrouvé le minimum vital pour voter sereinement. Et dans ce cas, loin de résoudre la crise, on risquerait de la prolonger autrement. Alors donc, pour conclure, il faut dire, en Haïti, on peut toujours annoncer des élections, mais un peuple ne vote pas avec des communiqués. Un peuple vote avec un minimum de sécurité, de confiance et de stabilité. Et tant que la rue restera plus forte tant que l'État, tant que les gangs imposeront leurs lois, tant que le calendrier électoral reculera au moindre choc, les élections de 2026 resteront pour beaucoup moins une certitude qu'une promesse suspendue dans l'incertitude. Ici Dessalines Ferdinand. À bientôt.